Salut à toutes et à tous, selon l'heure qu'il est sur vous, madame, monsieur. Merci de nous retrouver dans le cadre de cette émission L'Interview sur votre chaîne de télévision sur YouTube, Écho du Territoire. Nous sommes allés chercher Sandrine Sangaré, une immigrante afro-descendante chargée d'histoire, de compétences et d'expérience. C'est une juriste, technicienne du travail social que nous recevons, avec elle nous parlerons de l'intégration des afro-descendants au Canada, mais bien sûr d'autres sujets d'intérêt général. Sandrine Sangaré, merci de nous retrouver dans ce studio. Bonjour, bonjour, merci de m'avoir invité, c'est un honneur. Alors, je signale que vous êtes membre du comité exécutif de la FAC, Fédération africaine et association du Canada. Oui. Qu'est-ce que c'est? Présentez-nous déjà cette association. En fait, la FAC, c'est une fédération, comme son nom le dit, qui va venir englober une multitude de, j'ai envie de dire, d'associations d'abord, mais aussi de personnalités, de personnes, de forces, de compétences, de personnes individuellement, des entrepreneurs. C'est un mélange de tout. On est aujourd'hui à date à plus de 600 personnes qui adhèrent à cette organisation-là. 600 personnes Oui, d'origine africaine. d'origine toute africaine. Oui. Donc, c'est vraiment une fédération africaine d'abord et qui vient donner une certaine force. Voilà, c'est ça l'idée de la fédération. Si vous êtes membre de cette fédération, membre du comité exécutif, Oui. je veux dire, vous êtes dans le top management, ça veut aussi dire que vous avez contribué à sa création. D'où est-ce que ça vient, l'idée de mettre sur pied une fédération africaine des associations du Canada? Absolument. Je n'ai pas été à la fondation, mais j'ai adhéré fièrement, bien sûr, à cause des valeurs que ça prônait, à cause de la vision, voilà, de la mission qui absolument est importante. C'est indispensable à toute personne, j'ai envie de dire, de la diaspora, en fait, pour évoluer, pour contribuer aussi à notre façon, hein, en tant que habitants sur une terre, justement, d'accueil qui nous reçoit. Oui. C'est indispensable. En tant qu'originaire de l'Afrique. Oui, oui, bien sûr. Je suis originaire de l'Afrique et je pense que c'est vraiment important qu'on se mette ensemble, qu'on fédère nos forces, nos qualités, nos compétences, nos dons, voilà, en fait, tout ce qui est en nous pour faire en fait une force unique. D'où l'idée de la FAC, ça vient de là. Vous mettez vos forces ensemble pour Absolument. Quel objectif? D'abord, avant tout, nous allons penser aux gens qui arrivent ici, que tu sois immigrant, que tu sois étudiant, par exemple. On pense toujours à l'intégration, on parle à l'accueil, on pense à tout ce qui peut qui peut rouler autour des enjeux, justement, d'une intégration solide afin de bâtir non seulement notre arrivée sur la terre d'accueil, mais aussi, pourquoi ne pas penser à la terre d'où on vient aussi. La terre d'origine. La terre d'origine. Donc, c'est vraiment à ce niveau-là que c'est important de fédérer tout ça. Et puis, pourquoi aussi, c'est au niveau des réalités au Canada. Hein. Il faudrait que les dévanciers, moi ça fait 25 ans que je suis au Canada, il y en a qui ont fait peut-être plus que moi, mais j'adhère à ça, j'embarque dans ça tout simplement parce que je me retrouve. Parce que je trouve que j'ai à donner, j'ai à porter, j'ai à bâtir également, et voilà. Alors cet engagement à la FAC trahit quand même un attachement à la terre d'origine. Absolument. Votre terre d'origine, c'est bien le Burkina Faso, Tout à fait. le pays des hommes intègres, comme nous aimons à le dire. Absolument. Alors, ça nous oblige à nous intéresser un peu à votre départ du Burkina Faso. Alors, nous nous situons en quelle année? On parle de 1998. 98. Oui. En 98, vous êtes encore toute jeune. Dites-nous, qu'est-ce qui peut motiver à cet âge-là une immigration vers le Canada? Comment ça se passe? Comme toute jeune de mon âge, je suis allée à l'aventure tout simplement pour explorer d'autres cieux. L'aventure? J'avais aucune idée de ce qui m'attendait. Au début, j'avais des idées, je m'étais faite des idées. Et arrivé ici, j'ai vu autre chose. Pourquoi parlez-vous d'aventure? D'aventure parce que j'étais jeune. Puis, quand on est jeune, on rêve. Quand on est jeune, on voit... Vous n'avez pas pris la route ou la mer? Bien sûr, bien sûr. Non, je suis arrivé en avion. L'idée n'est pas la mer, mais de l'aventure pour dire le risque qu'on prend de quitter. Le choix qu'on fait, parce que ce n'est pas donné à tout le monde de décider d'abandonner tout et de prendre la route, ça devient une aventure.
à la minute où on décide de tout abandonner. C'est dans ce sens-là. Mais je n'ai pas pris la mer, rassurez-vous. J'ai pris l'avion. Mais je suis venue avec des petites idées que je croyais que c'était ça. Finalement, ce n'était pas ça. Donc, j'ai dû réapprendre à vivre d'une certaine façon et réadapter mes choix. J'ai envie de dire recycler certaines choses pour Avant cela, c'est quand même finalement... intéressant de savoir, essayons de nous mettre un peu dans la peau, de vous ramener dans la peau de cette jeune fille qui doit partir, quitter le Burkina Faso, j'imagine c'est Ouagadougou, Bien sûr. ouais, qui doit quitter cette ville et pour partir à des milliers de kilomètres. Quelles sont les émotions que vous avez en ce moment-là? C'est quel genre de sentiments est-ce que vous en êtes excité? Est-ce que vous avez peur? Qu'est-ce qui se passe dans votre esprit? Les émotions, les sentiments sont divisés parce qu'il y avait d'abord le fait que, oui, je suis une jeune fille, je vais voir, je vais découvrir. Passionnée, excitée, tout enthousiaste, sûre de mon chemin parce que, écoute, on m'a vendu le rêve américain également. Donc, je pense aller vers un petit paradis terrestre, carrément. Oui, il y a ça, mais il y a aussi le fait que je laisse quand même une famille, je laisse des liens, je laisse des relations, je laisse une vie que jusque-là, j'avais bâtie. Donc, une vie d'étudiante. Une vie d'étudiante, évidemment. Parce que vous étudiez le droit. J'étudiais le droit, j'avais une carrière, j'avais un avenir radieux. Donc, c'est pour ça que je parle d'aventure. Ça ne veut pas dire que je n'avais pas d'avenir là-bas nécessairement. J'avais la possibilité d'exceller dans ce que j'ai comme domaine, mais puisque j'avais le goût d'aller voir ailleurs, d'aller voir autre chose, de découvrir autre chose, d'aspirer à mieux, j'avais toute cette aventure en tête. Alors, si on vous comprend bien, c'est beaucoup plus le goût de la découverte. Absolument. Que l'envie de la recherche d'un meilleur avenir. Absolument. C'est la découverte. C'est la découverte. Alors, qu'est-ce que vous découvrez donc quand vous arrivez? Écoute, je découvre une terre complètement différente de ce que je pensais. D'abord, le climat m'accueille. On parle d'hiver que j'ai jamais vu de ma vie. On parle de valeurs qui sont différentes des miennes. On parle de comment on appelle ça, de la vie sociale qui est différente. On parle de carrière, on parle d'études, complètement autre chose que ce que je m'attendais. Moi, j'ai fini mes études de droit, je m'attendais à exercer le droit ici, je m'attendais tout simplement. Mais il faut tout recommencer. Il faut tout recommencer, on me fait comprendre que mes diplômes ne servent à rien. Donc, il faut... Écoute, c'est tout ce travail que j'apprends, je dois me réapprendre à vivre parce que les attentes sont différentes de ce que je vois. Donc, l'intégration dont on parle, moi, j'ai envie de dire, je parle pas d'intégration, mais je parle de jumelage culturel. J'aime pas le mot intégration à cause de ça, parce que c'est tout un jumelage. Je suis venu avec un bagage, mais je dois aussi embarquer sur un autre bagage. Et ce qui fait que je dois fusionner les deux pour faire ce que je suis aujourd'hui, pour devenir ce que je suis aujourd'hui. Et vous le faites si bien, parce que vous avez quand même fait déjà 24 années, ou si on peut compter rapidement, ça va 25. faire dans les 25 années. Si vous y êtes toujours, bien sûr, c'est parce que certainement vous avez réussi ce jumelage, cette intégration. Mais qu'est-ce qui a été difficile? Ce qui a été difficile pour moi, c'est d'abord le climat. Jusqu'à présent, l'hiver, désolé, mais je ne me suis pas adaptée, hein, mais je vis avec, j'apprends à vivre 24 ans avec. après, 25 ans après. 25 ans après, si je pouvais changer de pays pendant l'hiver, je l'aurais fait complètement, mais je me bats avec encore ça. Mais j'apprends à vivre avec, à jumeler, à trouver des moyens de vivre avec l'hiver, par exemple. Ce qui était difficile aussi, c'est de pouvoir, d'apprendre que je devais renoncer à une carrière que j'ai bâtie. C'était un rêve d'enfance. J'étais appelée à être avocate, à être juriste, c'était ça qui était ma carrière. Et je n'arrivais pas à décrocher pour dire que j'allais être autre chose qu'une avocate, en fait. Mais avec le temps, parlant de jumelage, j'ai compris que je pouvais exercer la défense de droit d'une certaine façon dans un autre domaine qui vient chercher non seulement mes valeurs, ma personnalité, mais aussi ma carrière. Donc, un mix de tout ça là autour d'un programme où j'ai choisi le travail social particulièrement, parce que je me rends compte que le travail social, c'est du psycho, c'est du social, c'est de la défense de droit, c'est de la communication. C'est de la communication, c'est toute ma personnalité. C'est transversal. Complètement. Donc, je parle aux gens, je suis capable de diriger les gens, je suis capable de référer les gens, je suis capable de défendre les droits des gens, je suis capable d'exercer, en fait, tout ce qui est en moi, sans pour autant que ce soit forcément ce que j'avais rêvé au début. Donc, ce jumelage-là, pour moi, c'était pour moi, waouh! Une chose que j'ai essayé, puis j'ai vu que ça fonctionnait, puis j'ai essayé d'adapter ça dans un peu toutes les sphères de ma vie, en fait. Alors, ça veut dire que vous entrez
dans le travail social. Mhm. Vous êtes technicienne Ah, en voilà. travail social. Oui. Je voudrais peut-être que pour ceux qui nous regardent, qui nous écoutent Mhm. à la maison, comprendre ce que c'est exactement travailleur social, C'est un ça. travail social. À quoi ça renvoie exactement? OK. Je vais d'abord faire une petite, nuance entre les 2, le diplôme pour expliquer ce que c'est. Moi, quand je suis arrivée ici, j'avais déjà un diplôme universitaire. Mm. J'étais allée à l'université de Montréal, j'ai étudié autre chose, j'avais un diplôme et tout, mais pour rentrer dans ce programme-là, puisqu'il est contingenté, je devais aller à l'université en même temps, puis on m'a fait comprendre qu'il était contingenté. Après 2 ans, j'ai pas été acceptée toujours. J'ai décidé de passer par la technique. Pourquoi je passais par la technique? Mm. La technique, c'est un niveau cégep, mais qui parle, tu fais la même chose. Et le but de on appelle ça l'objectif même de ce métier-là de travail social, c'est une personne, en fait, qui est régulièrement en relation humaine avec les hommes. Mm. C'est de la relation d'aide à fond la caisse, beaucoup. C'est aussi de la défense des droits des plus démunis, des plus faibles. Mhm. C'est aussi du rassemblement, c'est beaucoup d'empathie, c'est beaucoup du social, en fait, Mm. comme le nom le dit. Mm. Mais il y a beaucoup de sphères à l'intérieur et puis tu travailles avec tout être humain. Tout être humain, tu es en contact avec tout être humain, peu importe l'âge et tout. On se spécialise, bien sûr, d'une certaine façon, selon nos forces, selon nos valeurs, selon nos choix. Mhm. Pour voir, par exemple, tu peux décider de travailler avec tout être humain, j'ai envie de dire, de la conception Oui. jusqu'à la mort, en fait. Donc, c'était un endroit où je me suis sentie bien par rapport à mes valeurs et par rapport à ma personnalité. Je suis très sociable dans la vie, donc je me suis sentie énormément bien. Je peux exercer la partie droit, la partie défense de droit, la Et vous l'avez partie... exercé depuis combien de temps aujourd'hui? Moi, ça fait exactement 24 ans que je travaille dans le milieu communautaire d'abord avant tout. Mhm. J'ai pris le temps de travailler dans le milieu communautaire comme intervenant psychosocial un peu partout avant d'aller chercher pleinement le diplôme. Et là, ça fait exactement 6 ans que je travaille dans le milieu institutionnel auprès des familles, bien sûr, puis toutes sortes de personnes pour lesquelles j'ai pu exercer. Mhm. Mais ça fait exactement 24 ans que je suis dans le domaine du psychosocial. Alors, le domaine du psychosocial, Mhm, justement, vous êtes en contact, à vous, afro-descendante, mhm, venue du Burkina Faso, vous mhm, vous retrouvez à faire du psychosocial mhm, dans un univers qui vous est complètement étranger, en réalité. mhm. Comment vous réussissez à vous adapter? C'est vrai, vous avez fait une école pour devenir technicienne, ça veut dire que vous avez reçu des connaissances, mais il y a quand même vous, la personne, l'individu, chargé d'une conscience historique, de votre conscience d'africaine, ainsi de Mhm. suite. Vous devez rencontrer j'ai failli dire des patients, mais je ne sais pas comment vous les appelez. De Mhm. toutes les façons, des individus qui Mhm. ne sont pas tous des Africains, Mhm. qui sont des Américains du Nord, qui Mhm. sont des immigrés venus d'Asie, Mhm. venus du Mexique, venus Mhm. de l'Europe, ainsi de suite. Alors, racontez-nous un peu le challenge de ce travail. C'est fascinant, c'est tout fascinant parce qu'on se rend compte qu'au-delà de nos ethnies, de nos pays, de nos Mm. trucs, on reste des humains parce qu'on vit les mêmes problématiques, on vit les mêmes souffrances, Donc, quelles que soient les origines, quel que soit. vous C'est avez ça, affaire à l'homme. on a affaire à l'homme et l'homme vit les mêmes réalités. J'ai envie de dire à 98%, on éprouve les mêmes émotions, Mm. les mêmes sentiments, les mêmes difficultés. Et la différence, c'est au niveau peut-être culturel. C'est pour ça que j'aime parler du mot jumelage culturel, parce que d'une manière ou d'une autre, les réactions à une situation, que ce soit la gestion, par exemple, du stress ou tout, ça va dépendre de nos valeurs, ça va dépendre de comment nous avons vécu, de qu'est-ce que nous avons reçu comme éducation. C'est où ça diffère et on voit une belle nuance au niveau de l'humain. Mais au-delà de ça, peu importe ton nom, d'où tu sors, Mm. tu sais ce que c'est que le stress, tu vis la peine au même titre que moi, Mm. peut-être pas à la même Mm. intensité, mais on vit les mêmes réalités psychosociales complètement. Alors, dites-moi, Sandrine, Mhm. avec cette expérience, je crois qu'on peut vraiment déjà parler des challenges, des véritables challenges Mhm. de l'intégration des immigrants au Absolument. Canada sur le sol canadien. Absolument. Quels sont ces challenges pour un arrivant, pour ceux qui arrivent nouvellement au Mhm. Canada, quelles que soient leurs origines? Quels sont les challenges? À quoi est-ce qu'on fait face en premier? Commençons par la loi, les Mhm. lois. Mhm. Quels sont les challenges au niveau de l'appropriation de la loi et des lois canadiennes? Qu'est-ce qui dérange? Qu'est-ce qui est facile? Qu'est-ce qui est difficile? C'est directement lié aux valeurs, aux cultures.
Et puis, c'est-à-dire quand on dépose nos valises, déjà, moi j'ai envie de dire, le premier choc, c'est le climat. Déjà, ça nous déstabilise. Et puis, on ne comprend pas trop, mais il y a des sujets qu'on n'aborde pas chez nous parce qu'on n'a pas ce climat-là, par exemple. Je vais parler, par exemple... Expliquez-moi bien ça. Par exemple, est-ce que le climat a un lien absolument avec les comportements, oui, avec même les sujets évoqués? Absolument. Parce que le climat, par exemple, l'hiver, je donne un exemple l'hiver, et que ce soit les natifs québécois ici ou pas, déjà l'hiver joue un rôle au niveau de la dépression. C'est de plus en plus en hiver qu'on incite. Donc, c'est plus morose, ça affecte le mental, ça c'est sûr. Mais comme on n'est pas habitué à ça, on ne sait pas comment mettre un nom dessus, surtout quand on est immigrant. On ne sait pas comment l'appeler parce que ce n'est pas des sujets qu'on aborde nécessairement. Peut-être que ça existe, mais très rarement. Alors qu'ici, c'est un peu systématique au niveau de l'humeur. Ça vient jouer sur l'humeur. Donc, comment le gérer? Comment faire en sorte que on ne sait pas, on ne sait pas mettre de nom dessus. Donc, si on n'est pas équipé, si on n'est pas encadré... Est-ce que les Africains connaissent cette dépression? Par exemple, je donne un exemple. Les Africains aussi qui arrivent ici connaissent la dépression du fait du climat. C'est encore un défi dans nos cultures. C'est encore un défi pour en parler parce que ça reste tabou dans certaines communautés. Mais est-ce que c'est réel? C'est réel. Parce que c'est tout être humain qui vit la dépression. Est-ce qu'on peut savoir comment ça se caractérise, cette dépression? Ben, la dépression, c'est... Je veux dire, dans l'exemple que nous avons pris, hein, l'exemple de la dépression du fait du climat. Par exemple. Du fait du climat, ça va créer une espèce de manque d'intérêt, par exemple, de découragement. On devient un peu plus down. On n'a plus envie de sortir de chez soi. On est seul, surtout quand on n'a pas un réseau social qui nous entoure. On n'a personne à qui parler. On se referme dans ce froid, dans cette grosse couverture dans laquelle on se pense qu'on va retrouver du confort. Et un petit peu, l'humeur s'en va. Et à un moment donné, ben, on perd le goût de faire des activités à l'extérieur aussi, parce que c'est ça la vérité. On perd du goût de penser à faire autre chose facilement. Et on oublie ses projets. On oublie ses projets et l'intensité embarque tout de suite au niveau du temps. Quelqu'un peut facilement taper, parce que c'est vraiment au niveau de la chronicité qu'on peut parler de dépression. Que tu te sens mal un week-end, c'est pas grave. 2 week-ends, c'est pas grave, parce que ça peut arriver, on se sent un peu mal. Mais lorsque cela a perdu, parce qu'il y en a qui vont le vivre tout au long de l'hiver, tu as juste envie de pleurer. Tu es dans une nostalgie terrible de retourner au pays d'origine. Ça, c'est des signes de dépression. Tu ne fais que pleurer, tes larmes ne font que couler tout seul. Tu as envie de rien. Tu as perdu le goût, en fait, de vivre, en fait. Et ça peut conduire à d'autres conséquences plus élevées. On parle de suicide. Est-ce que ça varie selon qu'on est célibataire, seul, avec un conjoint, avec la famille? Oui, ça varie, mais il ne faut pas penser que parce que quelqu'un est en famille, il est à l'abri, parce qu'il y a des couples, on parle de violence conjugale, on parle de problèmes de famille. Donc, on peut être en famille, en couple, et puis vivre la dépression pareil, mais c'est certain que ça va varier d'une personne à l'autre. Je pense que c'est au niveau de la capacité d'adaptation de tout un chacun. Je parlerai aussi des valeurs, comment la personne aussi interprète, perçoit certaines choses. Et puis, ça va dépendre du réseau social. Quand tu es entouré, c'est clair que les risques sont minimisés, en fait. Quand tu as un réseau, tu sais où sonner, à quelle porte aller cogner. Tu as une référence. Tu sais que, ben, écoute, même si tu es en train de sombrer, il y a quelqu'un qui va t'appeler quelque part. Il y a quelqu'un qui va te faire un signe de vie. Il y a des activités, par exemple, socio-communautaires qui font en sorte que tu as envie de sortir de ton cocon pour dire, ben, je me motive, je me lève le matin, je prends ma douche. Je prends mon bain, je me maquille, je vais. Parce que ça commence comme ça, tu sais, le goût de ne même pas vouloir prendre son bain. De rester en pyjama toute la journée. Une fois, ça passe. 2 fois, ça passe. Mais quand tu restes en pyjama pendant 1 mois, 1 semaine, 2 semaines, il faut te questionner. Et c'est des petites choses que, justement, comme travailleur social, nous avons un rôle très, très important auprès de tout être humain d'abord. Est-ce qu'on peut les appeler des patients? Oui, pourquoi pas. Ça dépend de ça devient ça devient des patients. Ça devient clinique. Patients, clients, je dirais usagers. C'est les noms. Mais peu importe ce que ça peut être comme nom. C'est Vous avez évoqué, Sandrine, le climat comme le premier facteur, ça veut dire le premier challenge. On peut poursuivre dans cette lancée? Ah ben oui, bien sûr. Allons-y, oui. En dehors du climat, quels sont les autres challenges d'un immigrant? En dehors du climat, c'est la loi. C'est les lois. La perception de la loi, la compréhension de la loi. Est-ce que la loi est dure ici, au Canada? Non, elle n'est pas dure. Elle n'est pas dure. Je ne dirais pas qu'elle est dure, mais elle est adaptée à l'histoire du Canada. Elle est adaptée à la réalité du Canada. Nous avons pris nos valises, nous sommes
Tu sais, nous sommes venus sur une terre qui a une vie, qui a une Qui a histoire. une histoire. Alors, les lois sont adaptées à un pays. À son peuple, À son à peuple, ses tout à fait, aspirations, oui. à la vision de cette nation. Absolument. Et puis, il y a la loi et il y a l'application de la loi. C'est pas qu'on ne vient pas on vient de pays où il y a quand même Vous des lois. parlez vous évoquez l'histoire du Canada. À quoi vous faites référence, par exemple? Donnez un petit exemple. Je prends par Un exemple... petit exemple de loi Oui. qui est rattaché, qui, selon vous, s'inspire de l'histoire. Racontez-nous un peu pour ceux qui vous regardent. Je vais prendre par exemple la vie sociale de l'Église, je dis du Canada plutôt. Particulièrement, je veux parler des droits des enfants. On va aller dans ce sens parce que c'est un domaine où j'ai travaillé. La loi qui a été votée pour qu'il y ait une direction de protection de jeunesse, par exemple. Il y a eu une histoire dans laquelle il y a eu un gouvernement qui s'appelle le gouvernement Duplessis. Pendant que le gouvernement exerçait son autorité, il y avait des orphelinats ici, par exemple, au Canada. Comme au pays, par exemple, comme en Afrique, où il y avait des orphelinats, où les enfants étaient gardés quelque part, les enfants qui étaient orphelins étaient placés quelque part. Dans l'histoire du Québec, il y a autre chose qui s'est passé. Pendant que ces orphelinats existaient, il y a eu beaucoup d'abus, énormément d'abus, au point où beaucoup d'enfants ont été tués, maltraités, une maltraitance vraiment légendaire. Il y a eu le fait que ce n'était pas que des orphelins qui étaient mis dedans, c'était des enfants indésirés, des enfants qui étaient issus, par exemple, d'unions pas désirés, on va dire ça comme ça, entre guillemets. Issus des divorces aussi. Issus des divorces. Ben, ouais, pas forcément des divorces, mais des enfants qui ont été conçus hors mariage. Parce on parle de l'histoire du Québec oui. comme un pays où il y avait l'Église catholique qui régnait au niveau de l'administration de la législation. Elle était complètement... elle n'était pas laïque, là. Elle était complètement chrétienne. J'ai dit catholique, en fait, romaine. Et la règle était tout simplement que tout tourne autour de l'Église. Et c'était des règles qui étaient appliquées, tout simplement. Mais il y a eu beaucoup d'abus au nom de la religion, bien sûr. Mais ça a créé, justement, la société s'est révoltée à un moment donné. Ils ont dit, ça suffit. Et c'est ce qui a mis... et ce ras-le-bol aboutit à des lois. Oui, il y a aussi au et niveau ces lois ont été améliorées au fur et à mesure. Mais oui, même pour je pense que ça c'était pour les enfants, mais il y a aussi le fait que le droit des femmes, c'est très récent là, ça fait pas longtemps. Les femmes n'avaient pas le droit de vote, elles étaient vraiment, le Québec était complètement patriarcat. C'est pas possible pour les femmes d'avoir un certain minimum de liberté. Alors quand tout ça, ça fait un boom et qu'il y a une révolution, les choses changent et les lois sont mises en conséquence. C'est-à-dire les lois ont été placées pas pour nous forcément qui sommes venus comme pour les immigrants, mais ça a été mis pour ce pays-là que nous avons vu de loin et que nous avons été séduits, pour lequel nous avons été séduits, c'est parce qu'ils ont déjà mis des règles dans lesquelles les droits humains sont respectés. Et c'est au niveau, comme je dis, c'est pas du que dans nos pays, il manque des lois pour les droits humains. Est-ce qu'on peut dire que et c'est l'application. Est-ce qu'on peut dire que les immigrants, à la limite, les immigrants, notamment les nouveaux arrivants, peut-être même les anciens, est-ce qu'on peut dire qu'ils deviennent un peu victimes de cette loi? Victimes, je dirais non. Je ne dirais pas le mot victime, mais je dirais tout simplement qu'ils deviennent étrangers à cette loi. Pourquoi? Parce qu'ils ne s'attendent pas à ça, ils viennent de d'autres choses, ils ne connaissent pas ça. Mais ce n'est pas être victime. C'est parce qu'il faut prendre le temps de la comprendre, cette loi-là. Puis pourquoi qu'elle existe. Et puis c'est quoi le bien fondé? Parce qu'il y a quand même un bien-être derrière ça. Décider de protéger les droits des enfants, en quoi on fait du mal. Donc, on peut pas Est-ce qu'il y a des mécanismes gouvernementaux qui permettent à l'immigrant qui arrive de s'en approprier le plus rapidement possible et d'éviter d'être victime, je peux utiliser ce terme, de ces lois, au lieu d'en jouir plutôt? Je pense qu'il y a des structures qui sont mises en place, mais pas adaptées vraiment à nos réalités. Et c'est là où, justement, nous, comme diaspora, nous, comme personnes étant là, connaissant les réalités des deux côtés, nous avons un travail à faire, un travail énorme à faire. Parce que oui, ce n'est pas vraiment visible. C'est très peu. J'ai envie de dire, le besoin est tellement énorme que je ne pense pas que le gouvernement seul pourrait mettre en place cette structure-là qui va aider justement le nouvel arrivant à s'intégrer. Et ils vont te parler d'intégration parce qu'ils feront ce qu'ils ont à faire. Mais la réalité est que c'est plus que de l'intégration que ça prend. Ça demande un jumelage culturel, tout simplement, pour pouvoir s'en sortir. Parce que vous pensez qu'au finish, on arrivera à une nouvelle culture
Quand vous parlez de jumelage, Oui. ça va certainement accoucher d'une autre culture. Oui, je ne dirais pas une autre culture, mais je dirais tout simplement un mix. J'ai envie de parler d'une fédération, un beau cocktail de quelque chose qui nous rejoint tous. Que On, ce soit on- la on taille. tend là vers une culture afro-canadienne, Ah oui, par exemple. totalement, totalement. Et c'est possible. Et c'est ce qu'il faut. Il faut vivre en harmonie. C'est important qu'on puisse vivre en harmonie, donc ça demande une fusion. Alors, est-ce que votre travail, vous le faites dans des milieux institutionnels, mais est-ce que Mhm. vous le faites aussi dans les milieux communautaires auprès des immigrants africains? Absolument. Vous qui Absolument. connaissez le terrain, qu'est-ce que vous faites? Comment Absolument. vous faites ça? Absolument. Absolument. Pour que les gens ne tombent pas Oui, absolument. dans des conséquences de ces lois qu'ils ne maîtrisent pas. Absolument. Moi, après des années de réflexion justement sur la question de qu'est-ce que je peux faire, j'ai deux grandes portes qui me sont ouvertes aujourd'hui pour me permettre au moins de mettre en application ce que je peux faire, ma part, ma contribution. J'ai d'abord une entreprise qui s'appelle Service Expert Écoute, dans laquelle je suis coach spécialisé pour les parents immigrants. Très bien. C'est à dessein. Parce que le but, c'est de pouvoir focuser sur ce besoin-là, justement, d'accompagner des parents. Il s'agit des parents immigrants de toutes les origines. Toutes les origines, ce n'est pas seulement l'Afrique. Tant que la personne immigre, comme je disais tantôt, il y a la réalité humaine, que peu importe d'où tu sors et que tu as immigré au Canada, ben, tu es un humain avec les mêmes réalités. Donc, peu importe ton pays d'origine, j'ai mis cette structure-là, cette entreprise en marche pour répondre aux besoins de tout immigrant et accompagner les parents sur mesure dans leur réalité. Premièrement, dans leur besoin de parentalité, de coparentalité, adapter les lois. On va aller toucher la question, par exemple, de la violence conjugale. On va faire des ateliers un peu plus personnalisés. On va aller chercher les méthodes éducatives, comment adapter les méthodes éducatives pour ne pas enfreindre la loi. On va aller chercher aussi, rien que même, comment on appelle ça, des consultations psychosociales. Une personne qui est en dépression, qui ne sait pas comment s'en sortir, on va aller faire de l'accompagnement, on va aller faire de la référence, mais réellement adapté parce que le décodage culturel, c'est pas donné à toutes les structures qui existent. Votre structure, est-ce une approche commerciale ou bien une approche humanitaire? La mienne, c'est une entreprise, donc elle est commerciale dans le sens que je ne peux pas donner du service gratuitement à tout le monde, c'est clair. Vous n'en avez pas les moyens. Je n'en ai pas les moyens, donc j'ai besoin quand même Mais vous faites aussi structurer de cette situation un moyen de prospérité aussi commercial. Absolument, absolument, parce que il faut quand même, il faut donner la ressource, que la ressource existe. Parce que aller, par exemple, engager un avocat, ben, c'est pour, par exemple, aider quelqu'un au niveau du droit, mais accompagner quelqu'un, ça demande du temps, ça demande des ressources, ça demande de l'énergie, ça demande que je me donne, ça demande quand même des connaissances que j'ai dû acquérir sur le plan académique. Donc, clairement que quand je monte l'entreprise, le but est, oui, de faire promouvoir l'entreprise, mais la mission derrière ça est beaucoup plus humanitaire parce que peu importe ce que je peux faire, j'ai un objectif très clair, c'est de faire en sorte que les parents qui arrivent ici réussissent leur immigration, qu'ils réussissent l'éducation de leurs enfants, qu'ils aient moins de problèmes avec la loi, qu'ils puissent s'épanouir comme parents, comme enfants, même les jeunes, par exemple. Je vais beaucoup rencontrer des étudiants, par exemple. Je vais faire en sorte que, comme étudiant étranger, tu arrives, il faut que tu aies ton diplôme et tout. Donc, j'ai une vocation derrière la chose. C'est pas juste commencer à Sandrine Sangaré, eh bien, on reviendra en deuxième partie sur cette question, notamment de l'intégration des immigrants au Canada. Vous en avez fait votre affaire et on en parlera en deuxième partie de cette émission. Madame, monsieur, restez abonnés à ce programme et surtout, ne manquez pas la deuxième partie de ce programme avec Sandrine Sangaré. Éco Télévision, la tribune des territoires.